Tu rêves de courir plus vite sur ton prochain semi-marathon, mais on t'a toujours dit qu'il fallait ralentir? On nous a répété pendant des années une vérité absolue. Pour progresser, il faut courir lentement en zone 2. 80% de ton temps d'entraînement. C'est sacré. Mais si je te disais que cette règle est en train de s'effondrer pour le coureur amateur que tu es? Dans ce nouvel épisode d'Au-delà du mur, je reçois Guy Thibault, spécialiste québécois de l'entraînement. Il nous livre des conseils pratiques, explosifs, basés sur son dernier article paru dans l'édition 77 de Zatopek. Son constat, la zone 2 est devenue une mode copiée sur les pros qui s'entraînent 20 heures par semaine. Mais pour nous, parents actifs, avec un emploi du temps chargé, est-ce la solution? Ou est-ce, je cite, une solution simple, directe et fausse? On y décortique pourquoi l'écoute de soi et les hautes intensités sont bien plus efficaces pour tes mitochondries que 2 heures de footing lent. Et comment optimiser ta perf sans y passer tes week-ends. Si t'en as marre de courir lentement sans résultat, cet épisode est fait pour toi. Écoute, regarde, il y a aussi la vidéo aujourd'hui, et commence à courir plus vite. Mon cher Guy, bonjour, comment est-ce que ça va? Bonjour Hugo, ça va en pleine forme. Il paraît qu'il fait très très chaud chez toi ces jours, moins 20 degrés, c'est un peu compliqué la fin de l'hiver. Bon, maintenant t'es un peu habitué, non? Ouais, ben, comme on vient de passer de à peu près moins 20 à moins 5, disons que pour nous c'est chaud. Ouais, c'est très très chaud, effectivement, je comprends. Je te remercie encore de me consacrer ce temps-là sur ce fameux épisode dont le thème, ce sera Much Ado About Zone 2, donc tout ça pour ça, en fait, si on traduit un peu en français. C'est en lien avec l'article, un des articles qui a été publié dans l'édition numéro 77 pour mes amis suisses, du magazine Zatopek, dans lequel tu as écrit un billet qui est extrêmement intéressant sur la zone 2. D'abord, peut-être rapidement, pour resituer un peu le contexte, est-ce que tu pourrais nous contextualiser un peu cet article et puis la réflexion de base? Cet article sur la zone 2 paru dans le magazine franco-belge Zatopek m'apparaissait nécessaire parce que il y a une mode extraordinaire partout sur la planète dans tous les sports d'endurance, particulièrement la course à pied, la course de fond et le cyclisme sur route. Une mode de se référer à une zone qu'on appelle la zone 2 pour déterminer à quelle intensité on doit courir ou pédaler. C'est vraiment toute la planète là, qui est intoxiquée par l'idée qu'il y aurait des vertus particulières à s'entraîner dans une zone spécifique qu'on appelle la zone 2. C'est une mode, en fait. C'est une mode qui date d'il y a quand même bien quelques années. Elle a succédé à quoi comme autre mode? Ben, vous avez raison de dire que ça date il y a longtemps, c'est le nom qui a changé. Déjà dans les années 1950, là, les entraîneurs, surtout britanniques, mettaient en avant l'idée de ce qu'on appelait le LSD, le Long Slow Distance Training, donc les longues sorties à basse intensité. À cette époque-là, un peu comme Monsieur Jourdain dans le bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir, ben on faisait de la zone 2 sans le savoir, sauf qu'on appelait ça du LSD. Mais cette mode extraordinaire de la zone 2 depuis quelques années, je dirais depuis environ 5 ans, nous présente la zone 2, l'entraînement en zone 2 comme étant quelque chose de nouveau, alors que c'est vraiment pas nouveau. Mais il y a toute une excitation autour du fait que quand on s'entraîne en zone 2, on est censé s'entraîner de meilleure façon. En fait, si c'est tant à la mode, c'est que la personne, le scientifique, qui en a le plus parlé, il est très connu. Il s'appelle Iñigo San Millán. C'est un Basque, mais qui travaille aux États-Unis, dans une université en Californie, et qui a eu la chance pendant quelques années d'être le conseiller personnel, le conseiller scientifique du plus grand cycliste de l'art, Iñigo San Millán. Donc, ça lui a donné un rayonnement extraordinaire. Il a été interviewé par des grands YouTubers, des YouTubers qui sont très, très, très populaires, surtout en Amérique, comme Peter Attia. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de raisonnement, et ce que ça a fait, c'est qu'il y a beaucoup de participants sportifs, d'athlètes de tous les niveaux qui ont érigé l'entraînement en zone 2 en véritable religion. Alors, mon propos dans l'article paru
dans Zatopek, le magazine Zatopek, ce n'est pas qu'il ne faut pas s'entraîner en zone 2. C'est que on fait une erreur que de l'ériger en religion. C'est une des zones d'entraînement qui est intéressante. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'argumentaire pour valoriser cette zone 2. C'est un argumentaire qui tourne essentiellement autour de deux choses. Le métabolisme du gras, parce que c'est une intensité où la quantité, le nombre de grammes de lipides, de gras, que l'on va oxyder ou brûler si vous préférez, est maximale. À intensité inférieure, comme la dépense calorique est plus basse, on va oxyder moins de substrat, autant on va oxyder moins de glucides, moins de lipides. Et à intensité supérieure à la zone 2, le métabolisme est tellement rapide qu'on va oxyder, donc brûler beaucoup plus de glucides et moins de lipides. Donc, il y a une espèce de zone où il y aurait, j'utilise le conditionnel expressément, il y aurait intérêt à s'entraîner pour métaboliser plus les gras. Ça, c'est le premier argument qui est avancé. Le second, c'est une question de métabolisme du lactate. Parce qu'il est vrai que ce que l'on appelle la zone 2, qu'on pourra définir tout à l'heure si vous voulez, c'est une zone où on produit du lactate, mais on en consomme beaucoup. Nous, les scientifiques, on appelle ça la clairance du lactate. Et ça a fait dire à Inigo San Millan et à d'autres disciples de cette religion-là que cela aurait des vertus particulières sur le plan du métabolisme du lactate. Un des problèmes qu'on a avec le concept de zone 2, c'est que c'est une zone qui est très mal définie. Si vous écoutez les podcasts où les grands gourous de la zone 2 sont interviewés, par exemple Inigo San Millan lui-même, ben c'est long avant de comprendre de quelle intensité on parle. Et en réalité, ce qui est compliqué, c'est que on met en avant la zone 2 sans spécifier combien il y en a de zones. En réalité, il y en a 5, 6 ou 7, mais ce qui est à la mode en parallèle, à la mode de la zone 2, c'est une autre mode, c'est l'entraînement polarisé, qui a été mis en avant par un chercheur américain, mais qui travaille en Norvège, Stephen Seeger, où là, il y a uniquement 3 zones d'entraînement. Donc, les gens sont portés à croire que ce qui est valorisé par les disciples de la religion zone 2, que ce serait la même chose que la zone 2 de Stephen Seeger, qui, lui, a une nomenclature en seulement 3 zones. En fait, c'est le contraire. C'est la zone 1 de Seeger qui correspond à la zone 2, c'est-à-dire une intensité qui est faible. Il y a 2 façons de déterminer comment on peut trouver cette intensité-là. La meilleure, c'est d'aller en laboratoire, de faire un test progressif, maximal ou quasi maximal, et de mesurer les gaz expirés et la concentration de lactate dans le plasma ou dans le sang. Et il y a 2 seuils, qu'on appelle les seuils ventilatoires ou les seuils lactiques. Il n'y a pas consensus sur la définition de des seuils lactiques, mais les seuils ventilatoires, c'est un peu plus facile à expliquer, à comprendre et à mesurer. Et l'idée, c'est qu'on devrait se fier sur ces valeurs de ventilation et de lactatémie, de concentration de lactate dans le plasma, pour trouver la bonne zone. Alors ça, c'est très compliqué. On n'a pas tout le monde un laboratoire sous le bras quand on va s'entraîner. Mais pour simplifier, ce qui est dit, et c'est vrai, c'est que cette zone d'intensité, c'est celle où on peut entretenir une conversation tout en étant essoufflé, mais où on n'est pas essoufflé au point d'être incapable de chanter. Alors, ça nous donne un repère qui est plus ou moins précis, mais qui est suffisamment précis, surtout quand on sait que finalement, toutes les intensités d'entraînement à partir de ce que San Millan appelle la zone 2 sont intéressantes. Le problème, c'est que les intensités les plus payantes, les intensités qui améliorent le plus les qualités physiques, ce sont les hautes intensités, pas la zone 2. Ce que lui appellerait la zone 4, 5, 6, 7 peut-être. Même l'enchaînement de sprint, curieusement, on sait depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années en fait, que l'enchaînement de sprint qui nous fait travailler dans une zone que nous, les scientifiques, on appelle anaérobie, parce que le métabolisme aérobie n'a pas le temps de se manifester, les sprints sont trop courts. Alors même ces séances anaérobie améliorent l'aptitude aérobie, c'est-à-dire la consommation maximale d'oxygène, le ou la VO2 max. De ce côté-ci de l'Atlantique, on dit le VO2 max, de votre côté, c'est la VO2 max. Et l'endurance qui est une qualité qui est souvent
mal interprétée, mais qui est indépendante du VO2 max et qui s'ajoute aux qualités d'un coureur. Les coureurs de haut niveau ont tous et toutes un VO2 max très élevé et la plupart ont une endurance élevée, mais on connaît des très grands champions de course de fond dont l'endurance n'est pas si élevée que ça, mais le VO2 max est très élevé. Donc, il faut retenir que dans cette espèce de chasse à l'intensité idéale d'entraînement, toutes les intensités sont intéressantes, surtout des intensités supérieures, mais le hic, c'est que s'entraîner à intensité supérieure, on peut pas le faire longtemps, il y a une fatigue qui s'accumule, et c'est ce qui fait que l'entraînement par intervalle donne toujours, mais vraiment toujours, de meilleurs résultats que l'entraînement continu, parce que grâce à l'entraînement par intervalle, on peut accumuler beaucoup de temps de course à intensité élevée, sans nécessairement être très fatigué, parce que les périodes de récupération viennent assez rapidement, surtout quand on fait ce que l'on appelle de l'entraînement par intervalle court, donc des fractions d'effort qui sont maximum d'une vingtaine de secondes, où on fait un très, très grand nombre de répétitions. Donc, tout ça pour dire que mon article dans Zatopek et mes propos dans mes conférences, mes ateliers, c'est pas que la zone 2, c'est mauvais. C'est que c'est mal justifié avec le Lipox Max et avec le lactate. C'est une mauvaise compréhension du métabolisme énergétique. C'est bien d'en faire quand on a d'abord mis la priorité sur les intensités élevées. Ce à quoi on me dit, ouais, mais Tadej Pogačar et les grands champions de la course de fond et du cyclisme, ils font au moins 80% de leur volume d'entraînement en zone 2. D'où la question, pourquoi? Est-ce que parce que la zone 2 a des vertus miraculeuses? Est-ce que c'est la potion magique? La réponse, elle réside ailleurs. C'est que ce sont des professionnels. Après avoir exécuté les 2, 3 ou 4 séances intermittentes à haute intensité qui sont de nature à améliorer les qualités physiques et la performance, ben ces gens-là, ils retournent pas aux études ou à travailler, ou ce sont des professionnels, ils ont beaucoup de temps pour s'entraîner. Alors, ils profitent du fait que c'est facile de faire un grand volume de travail à intensité modérée. Est-ce que c'est nécessaire de faire de l'entraînement en zone 2? Ben moi, je demande à voir. Il n'y a pas de recherche actuellement qui nous permettrait d'affirmer que c'est absolument nécessaire. C'est logique de le croire. C'est pas mauvais de faire de l'entraînement à basse intensité, mais c'est certainement pas suffisant. Et c'est normal que les professionnels fassent de la zone 2 en complément aux entraînements plus organisés, plus structurés et exécutés à intensité plus élevée. Qu'est-ce que ça veut dire pour le commun des mortels qui n'a pas le talent des athlètes de niveau mondial? Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut d'abord donner la priorité aux entraînements de qualité, aux entraînements par intervalle avec fraction d'effort à haute intensité. Et si on a le temps de faire ce que moi j'appelle du remplissage, en faisant de l'entraînement en zone 2. La zone 1 étant une intensité où il n'y aurait probablement aucun impact, sinon une petite dépense calorique qui s'ajoute. Tu as répondu à quasiment toutes mes questions. J'aurais quasiment rien d'autre à demander. Mais ce que je trouvais extrêmement intéressant dans cet article qui est paru dans le magazine, c'est que pour les sportifs, et tu l'as très justement dit, les amateurs comme moi, où on nous a rabâché pendant des années qu'il fallait travailler en endurance fondamentale pour favoriser le développement des mitochondries, pour justement courir plus vite, plus longtemps. Et on a déjà un calendrier qui est extrêmement serré, donc mettre 80% de notre entraînement en faisant du volume en endurance 2, ça implique de faire encore 20% à haute intensité. Donc cet article, il est un peu tombé, je dirais, à point nommé, parce que ça veut dire que on peut s'entraîner davantage à haute intensité et, entre guillemets, un peu négliger la zone 2. Maintenant, la question qui me voit venir, c'est quel est le minimum peut-être de zone 2 qu'il faudrait que je fasse si je veux progresser et puis que j'ai pas trop de temps. Ouais, en fait, c'est vrai qu'on a justifié le LSD à l'époque, le Long Slow Distance, et maintenant l'entraînement à faible intensité, qu'on appelle zone 2 ou autrement, en disant que ça allait augmenter la fabrication de mitochondries. Est-ce que c'est vrai? Oui. Quand on s'entraîne en zone 2, on fabrique des mitochondries. Et il y a aussi un autre phénomène qui se produit, c'est la capillarisation. On va développer plus de capillaires autour de chacune des fibres musculaires.
Ça, c'est l'argument principal pour valoriser l'entraînement continu lent. Mais c'est pas un bon argument. Parce que ces adaptations sur le plan mitochondrial dans la cellule musculaire et capillaires autour de la cellule musculaire, on les obtient beaucoup plus en s'entraînant à haute intensité. Et ça, on l'oublie. L'autre élément qu'il faut savoir, c'est que même quand on sait qu'il est plus payant, entre guillemets, de s'entraîner à haute intensité, ça n'empêche pas qu'il faut admettre que l'entraînement à faible intensité sur de longues distances, il est non seulement utile, souhaitable, recommandé, il est absolument nécessaire pour quelqu'un qui prépare une épreuve longue. Alors, quelles sont les adaptations que l'on obtient en faisant des entraînements longs à intensité modérée? Ben, il y en a que nous, les physiologistes, on connaît. Et il y en a qu'on connaît pas encore puis qu'on documentera plus tard. Mais une chose est certaine, et c'est pas le scientifique qui parle, c'est l'homme de terrain. C'est que si vous voulez préparer un marathon ou une compétition d'ultra-distance, ben, si vous avez jamais couru 2 heures d'affilée, ben, vous serez pas capable. Ou vous aurez tellement de douleur à la fin, ou vous allez perdre vos qualités physiques. On sait qu'à la fin du marathon, notre aptitude aérobie, notre VO2 max est plus bas, l'efficacité de notre foulée est plus basse, et probablement que l'endurance est plus basse aussi, de même que la capacité anaérobie, qui est une qualité qui est quand même un petit peu moins importante au marathon, sauf quand il y a des montées abruptes. Donc, tout ça pour dire que c'est pas inutile de faire de la zone 2, mais il faut le justifier de la bonne façon. Et je reviens à la notion de lipolyse, c'est-à-dire de l'avantage qu'on aurait en zone 2 parce qu'on métabolise plus de gras. C'est un argument qui pourrait paraître séduisant pour 2 clientèles. La clientèle qui veut perdre de la graisse, c'est si on vous dit, ben, un entraînement par intervalle, vous allez brûler des sucres, on va vous répondre, ben, moi, j'aimerais mieux brûler des graisses parce que mon objectif, c'est de perdre de la graisse et pas perdre des sucres. Et l'autre argument, c'est l'individu qui dit, ben, moi, je fais des compétitions de longue distance où le métabolisme des gras devient plus important. Le métabolisme des glucides, des sucres, il est toujours important, mais plus la distance s'allonge, plus le métabolisme des gras devient important. Mais en réalité, le premier des 2 arguments, il ne tient pas. Pourquoi? Parce que si vous et moi, on fait la même séance d'entraînement, imaginons qu'on a le même profil, qu'on est jumeaux, on fait la même séance d'entraînement, c'est-à-dire le même degré de difficulté, mais vous le faites à l'intensité zone 2 où vous maximisez la quantité de gras que vous allez oxyder. Et moi, je fais une séance d'entraînement de même durée, mais avec des pointes d'effort. La quantité de lipides que je vais oxyder est à peu près nulle. En fait, elle est probablement nulle. Je vais oxyder énormément de glucides alors que vous avez oxydé un maximum de lipides. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les heures qui vont suivre la séance d'entraînement, notre métabolisme, il va reposer davantage sur ce qui n'a pas été utilisé. Alors vous avez utilisé beaucoup des lipides, ben vous allez métaboliser des glucides par la suite. Moi, j'ai métabolisé des glucides, je vais métaboliser des lipides. À la fin de la journée, le nombre de grammes de lipides, donc de gras qui aura été métabolisé, donc utilisé, va être exactement le même. Mais exactement le même. Ça veut donc dire que l'argument « entraînez-vous pour métaboliser des gras, pour perdre du gras », il ne tient pas, mais pas du tout la route. Quand on a comme objectif de perdre du gras, il n'y a qu'une chose à faire, et on le sait depuis plusieurs décennies, c'est de dépenser plus de calories qu'on en ingère. Point à la ligne. Bon, évidemment, quand on dit ça, ça a l'air simple, mais ça occulte le fait que quand on perd du poids, le métabolisme de repos diminue et ça devient de plus en plus difficile d'en perdre. Mais n'empêche que cet argument-là ne tient pas. Celui qui tient, par contre, c'est que si on veut être capable de faire une épreuve qui va durer 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, ben, il faut parfois à l'entraînement faire des sorties d'au moins 2 heures, sinon on n'arrivera pas à terminer. Et on parle de la partie énergétique, mais les bienfaits également de l'endurance fondamentale, cette fameuse zone 2, c'est aussi les adaptations musculaires et physiologiques pour éviter aussi de se blesser dès le 10e ou le 15e kilomètre. Donc il s'agit aussi de préparer les pieds, les jambes, etc. À l'effort qu'on va réaliser. Ouais, tout à fait. Et le secret pour éviter les blessures, en fait, les blessures, c'est pas le volume. Les athlètes de haut niveau, ils font un volume astronomique sans nécessairement se blesser. Ce qui blesse, c'est pas le volume, c'est le changement de volume. C'est l'augmentation soudaine de volume.
D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a une étude qui est sortie il y a environ un mois qui infirme ce que l'on pensait et donne une nouvelle idée. C'est une étude où on a mesuré le taux de blessure chez un très, très, très grand nombre de coureurs en mesurant leur distance hebdomadaire et quotidienne. Et ce qu'on anticipait ne s'est pas avéré. On anticipait que ce sont les augmentations brusques du volume hebdomadaire qui s'accompagnent d'un plus grand risque de blessure d'usure. Non pas accidentelle, mais d'usure. Mais en fait, non. C'est un peu surprenant. Ce que l'étude révèle, c'est que c'est plutôt l'augmentation soudaine de la durée de la plus longue séance qui, statistiquement, sur le plan purement statistique, est le plus lié à l'augmentation des blessures. C'est pas ce à quoi on s'attendait. Toujours est-il que pour arriver à faire des longues sorties, pour arriver à faire un gros volume hebdomadaire, et pour arriver à faire des séances à haute intensité, dans les 3 cas, la solution, ben, c'est pas compliqué, c'est une progression qui est longue, lente et bien dosée. Ce qui veut dire de pas augmenter trop rapidement le volume quotidien, le volume hebdomadaire, et de pas augmenter trop rapidement aussi l'intensité des séances. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je souhaite vous amener, imaginons que vous avez jamais fait d'entraînement par intervalle, et je souhaite vous faire 3 séries de 5 fois 1 minute à intensité élevée et 2 minutes de récupération. Ben, si du jour au lendemain, vous faites cette séance-là avec un degré de difficulté de 8 ou 9 sur 10, ben, je parie que le risque de blessure, il est beaucoup plus élevé et tout le monde peut bien comprendre ça. Mais si je vous dis, vous allez faire 3 fois 5 fois 1 minute à intensité élevée, 2 minutes à intensité faible, mais l'intensité élevée, je vais vous demander de la faire un iota plus vite que votre séance de jogging habituelle. Évidemment, ça va être une séance qui va être très facile parce que vous avez la récupération. Mais si je vous donne des semaines et même des mois pour augmenter l'intensité de ces fractions d'effort de 1 minute, jusqu'à ce que le degré global de la séance atteigne un niveau raisonnable, c'est-à-dire entre 8 et 9 sur 10, ben là, il n'y aura pas de blessure. Alors, le secret, c'est d'augmenter à un rythme qui est non seulement qui est lent, mais qui est adapté aux caractéristiques de chacun. Mhm. Il y a une très forte importance qui est posée, en tout cas au niveau de l'individualisation. Avant, on évoquait notamment les fameux tests d'effort sur tapis. Effectivement, on n'a pas tous un laboratoire pour réaliser des tests d'effort. J'en ai eu réalisé quelques-uns, mais pour celles et ceux qui ne veulent pas réaliser un test d'effort en laboratoire et qui cherchent quand même à définir où se situe cette fameuse zone 2, donc on a donné un certain nombre d'indicateurs, mais pour définir les autres zones, parce qu'on a parlé de 3 zones, on a parlé de 5 zones, il y a peut-être même 7 zones des fois pour certains sports, il me semble. Donc comment est-ce qu'on s'y prend pour définir le moins faux possible ces fameuses zones? Permettez-moi de jeter un pavé dans la mare en vous disant qu'on n'en a pas besoin. La raison pour laquelle les gens cherchent des zones, c'est que les entraîneurs qui entraînent un groupe hétérogène veulent s'assurer qu'en donnant une prescription exprimée en termes de zone 1, zone 2, zone 3, on va jusqu'à 9 zones, que le stress d'entraînement va être le même pour tout le monde. Mais on n'en est pas certain. Peut-être que votre seuil ventilatoire numéro 1 est plus facile pour vous que pour moi. Peut-être que votre second seuil ventilatoire, c'est peut-être plus facile pour vous que pour moi. Peut-être que 4 millimoles de lactate, c'est plus difficile pour vous que pour moi. On n'en est pas certain. Alors, je pense qu'il faut esquiver ce problème-là parce que c'est pas facile de faire ces mesures-là. Il faut aller en laboratoire, ça coûte cher. Et puis, quelques semaines après avoir fait le test, ben, vos zones ont complètement changé. Moi, je pense qu'il faut esquiver. Je sais que je ne vais pas me faire apprécier par les gens qui vendent des tests, là. Mais moi, je pense qu'il faut esquiver le problème de la façon suivante. On s'entend sur une formule d'entraînement où il y a des efforts et des récupérations, une séance qui a une composition donnée. Et on dit à l'athlète, trouve l'intensité des fractions d'effort pour que, au terme de la séance, on obtienne un degré global de difficulté de X sur 10. 7, 8, 9. C'est rare qu'on va en haut de 9. 10 étant, c'est aussi difficile qu'une compétition, ce qu'on ne veut pas faire à l'entraînement. Ça paraît pas très scientifique ce que je dis là, mais c'est les scientifiques qui parlent.
on est capable, nous les scientifiques, de faire des tests pour déterminer les zones, et sincèrement, je pense que ça sert à rien. D'ailleurs, je peux vous raconter des cas d'espèces d'athlètes de très haut niveau que des fédérations canadiennes m'ont demandé d'évaluer. Et puis finalement, ce qu'ils voulaient, c'est, oui, avoir leur vitesse aérobie maximale, leur puissance aérobie maximale, mais ils voulaient pas utiliser des masques pour recueillir les gaz expirés, parce que ce qui est important, c'est la vitesse aérobie maximale et la puissance aérobie maximale. Le VO2 max, oui, c'est la qualité la plus importante, mais on n'a pas besoin de la mesurer, parce que ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que vous faites avec votre VO2, avec votre VO2 max. Et la meilleure façon de le faire, c'est un test de terrain. Par exemple, le test de léger bouché. Le test léger bouché, c'est le test le plus valide pour mesurer de façon indirecte. Alors, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui ont compris que ce genre de test-là, c'est beaucoup plus facile à exécuter. Ça ne nous donne aucune indication sur les zones, mais ça nous donne un niveau maximal d'effort, une vitesse aérobie maximale ou vitesse maximale aérobie, comme on dit en Europe, qui permet à l'entraîneur de planifier des séances d'entraînement. Mais les seuils qu'on peut évaluer, qui sont indubitablement en dessous du VO2 max, pour moi, sont des repères qu'on n'a pas besoin de mesurer. Surtout, depuis qu'on sait, depuis quelques années, que les séances d'entraînement à une intensité qui est supérieure à celle correspondant à la vitesse maximale aérobie ces séances-là sont plus payantes, plus efficaces pour améliorer les qualités physiques et la performance que celles à l'intensité inférieure. Alors, le repère pour prescrire des séances d'entraînement ne devrait pas être les fameuses zones 1, 2, 3, dans une nomenclature à 3 zones, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans une nomenclature à 7 zones. Dans mon esprit, il y a 2 mesures qui sont importantes. La vitesse maximale aérobie et la vitesse maximale de sprint. Si on a ces 2 valeurs-là, on est capable de créer des séances tout en réduisant l'hétérogénéité de la charge d'entraînement au sein d'un groupe d'athlètes de niveau hétérogène. Et ça résume peut-être justement cette fameuse citation de... Alors, je vais tâcher de la prononcer juste, hein, je cherchais encore le nom. Alors, c'est HL, mais c'est Henri... Oh, je l'avais avant maintenant. Mencken, exactement. Il existe pour chaque problème complexe une solution simple, directe et fausse. C'est une citation que tu avais proposée et je trouve qu'il résume très très bien ce genre de propos-là. C'est alors on veut essayer de mettre les gens dans une case, on veut essayer de catégoriser les choses, de dire si vous voulez progresser, bah voilà ce qu'il faut que vous fassiez. On réinvente les choses, on modifie les noms, mais à la fin, bah alors on crée peut-être plus de chaos et moins de clarté parce que finalement les personnes elles s'entraînent depuis des années, depuis des décennies. Alors on voit que les performances elles s'améliorent, mais alors c'est toujours finalement les performances des sportifs d'élite forcément parce que c'est eux qui s'entraînent, ensuite ils vont se coucher, etc. Donc ça marche pour eux, mais pour tout un chacun, pour moi finalement, est-ce que la meilleure solution ça serait pas d'enfiler ma paire de baskets et puis d'aller courir aux sensations? Si j'ai envie de sprinter, je sprint. Ben oui, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le fartlek. Là. Le fartlek, c'est une formule d'entraînement où on change la vitesse, l'intensité selon notre bon vouloir. Et ça, c'est une formule d'entraînement qui est meilleure que l'entraînement continu. Et moi, je la trouve un petit peu moins bonne que les formules plus structurées d'entraînement par intervalle. Pourquoi? Parce que, à moins d'être très, très, très mature en tant qu'athlète, souvent, en fartlek, on va faire l'erreur de prendre des récupérations qui deviennent trop longues à la fin de la séance et de raccourcir la durée d'effectuation d'effort. Tandis que quand on a une séance qui est structurée, ben on s'assure qu'on va mieux doser les durées d'effort, l'intensité d'effort et les durées de récupération. Vous savez, ce qu'il y a à retenir de tout ça, là, c'est un enseignement qui devrait s'appliquer à d'autres modes. Parce que comme le disait, je pense que c'est Oscar Wilde qui disait « La mode, c'est ridicule. La preuve que la mode est ridicule, c'est qu'elle change tout le temps. » Alors actuellement, vous et moi, on se parle de la zone 2. On se serait parlé, il y a 20 ans, on se serait parlé du LSD. C'est amusant parce que c'est la même intensité. Pendant 3 décennies, on nous a dit que l'intensité idéale d'entraînement, c'était au seuil anaérobie. Et là, finalement, on a découvert que personne ne s'entendait sur ce que c'est le seuil anaérobie. Puis maintenant, il est clair que l'interprétation qu'on en faisait était totalement fautive. Tout ça parce qu'on comprenait mal le métabolisme du lactate. On le comprend mieux maintenant, surtout à cause des travaux du Californien Brooks. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est que quand il y a des modes dans le domaine de l'entraînement, il faut se méfier. C'est une erreur qui est malheureusement trop courante
dans les milieux sportifs que d'appliquer sans discernement quelque chose qui vient de sortir dans la littérature. Moi, quand il y a quelque chose qui vient de sortir dans la littérature, ça m'intéresse de l'interpréter, mais ça doit soulever des questions. Et ça doit mener à des recherches pour répondre à ces questions-là. Mais malheureusement, il y a cette espèce d'attitude qu'on voit surtout, d'ailleurs, moi je dirais un peu plus aux États-Unis, où on aime les choses simples. Et on aime les modes. Donc on les applique sans discernement. Mais l'année prochaine ou dans 2 ans, ce ne sera pas la mode de la zone 2, ça va être une autre mode. En réalité, il faut admettre que les choses sont un petit peu plus complexes. Mais finalement, si on voulait résumer ça de façon simple, il faut se rappeler que plus l'intensité est élevée, plus c'est payant. Chaque seconde d'entraînement peut avoir jusqu'à 2 fois plus d'effet si l'intensité est élevée que si elle est inférieure au VO2 max, mais qu'on peut pas toujours faire de l'entraînement à haute intensité, surtout si on veut accumuler un grand volume, ce qui est nécessaire pour faire des épreuves longues. Donc le secret, un peu comme on fait en finance, on diversifie le portefeuille, c'est de diversifier les intensités d'entraînement, de faire parfois des sprints, parfois des intensités qui correspondent à notre vitesse sur 3000 mètres, qui, soit dit en passant, est à peu près l'intensité à VO2 max. 3000 mètres, ça s'exécute à peu près à la vitesse maximale aérobie. C'est ça, je pense, qui est l'avenir de l'entraînement, c'est de stopper les religions, de suivre l'évolution des connaissances et de les appliquer avec discernement. C'est une merveilleuse synthèse, toujours savoir faire preuve de ce fameux esprit critique, toujours savoir faire preuve de ce fameux esprit critique. Alors après, pour les profanes comme moi, qui déjà, alors le temps que la littérature scientifique arrive jusqu'à moi, il y a des personnes qui les ont déjà interprétées et puis qui ont prémâché les mots pour faire en sorte que ça soit simple à comprendre, mais éviter effectivement de ce fameux mimétisme de se dire si ça a fonctionné pour Pogacar, ça va fonctionner pour moi, ou Kipchoge par exemple. Kipchoge il court des centaines de kilomètres par semaine. Moi j'ai ma vie, je cours, ensuite je dois retourner travailler à les enfants. Donc c'est vrai que toujours prendre un certain recul pour se questionner sur quelle est la pertinence et les effets, les bénéfices réels qu'on espère tirer de chaque méthode ou de chaque foi ou nouvelle profession de foi qu'on entend ou qu'on peut lire. Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Merci 1000 fois, en tout cas, mon cher Guy, une fois de plus, de t'être prêté à cet exercice. C'était vraiment fascinant. Je me réjouis des prochaines discussions parce que je suis persuadé qu'il y en aura encore quelques-unes. Et bonjour à toi au Québec et à très bientôt. Merci Hugo, tu pourras toujours compter sur moi. Excellent. Merci, ciao. À bientôt. Alors la zone 2, potion magique ou simple outil? Comme l'a si bien résumé Guy Thibault, c'est ni l'un ni l'autre. C'est surtout une mode qu'on a trop vite érigée en religion. Retiens surtout ceci pour ton prochain semi-marathon. Si t'as 20 heures par semaine comme les pros, oui, le volume a du sens. Mais si comme la plupart d'entre nous, t'es un coureur amateur qui jongle entre le boulot et la famille, ta priorité, c'est la qualité. Oublie la culpabilité. Pour courir plus vite, mets sur des séances courtes et intenses. C'est là que tes mitochondries se construisent vraiment. Ces conseils pratiques te feront gagner du temps et de la performance. Et surtout, garde ton esprit critique. Comme le disait H.L. Mencken, pour chaque problème complexe, il existe une solution simple, directe et fausse. Ne tombe pas dans du mimétisme. Ton entraînement doit reposer sur l'écoute de soi et pas sur celui de Kipchoge. Maintenant, à toi de jouer. Abonne-toi au podcast si tu veux arrêter de courir dans le vide et commencer à t'entraîner intelligemment. Partage cet épisode à ton pote qui court toujours à la même allure, persuadé que c'est la seule façon de progresser. Et dis-moi en commentaire, t'es plutôt team sortie longue du dimanche ou team séance courte et intense? On se retrouve vite pour dépasser un nouveau mur. D'ici là, chausse tes baskets et ose varier les allures. C'était Hugo pour Au-delà du mur. À toi de jouer.